d'items, là, cette fois-ci, quasiment au quotidien et dans le guidage ou dans le suivi des utilisateurs. Il faut aussi encore une fois, cet extrême tact. Moi, c'est ce qui me semble tous vous caractériser de ce côté-là. Lionel, est-ce qu'on pourrait cette fois-ci, et pour entamer un petit peu notre partie finale sur les débats, peut-être te demander pareil alors à Jean-Paul et à toi, votre sentiment justement sur les acteurs, le rôle des acteurs dans tous ces processus d'accompagnement, d'acculturation, d'acclimatation, de développement et puis de progrès, quoi. Moi, je dirais que chaque acteur a son propre rôle à jouer. Alors, forcément, dans le processus global, à différents moments. Donc là, effectivement, il y a un décalage entre ce qui s'est passé dans l'industrie, où on a pris un peu d'avance, et là, ce qui est en train d'arriver dans le milieu hospitalier. Mais fort de l'expérience que l'on a dans le milieu industriel, je pense que ça va aller beaucoup plus vite dans le milieu hospitalier, sauf qu'il y a une très grosse différence. Manutentionner une caisse dans un entrepôt, globalement, c'est pas un problème en soi. En revanche, mobiliser une personne, c'est complètement différent. Alors, pour plusieurs raisons, parce que la personne, déjà, c'est une personne vivante, c'est un être humain auquel il faut faire très attention. Ça, c'est le moindre des choses. Et puis, parce que la personne, elle peut réagir de manière différente. Et donc, il y a des contraintes supplémentaires qu'il faut vraiment prendre en compte. Alors effectivement, tous les acteurs, hein, les fabricants, les distributeurs, ceux qui font du conseil dans ce domaine des exosquelettes, sont quand même vigilants à ces parties-là, surtout en milieu hospitalier. Je crois que quelque part on n'a pas droit à l'erreur. Moi, je me rappelle d'une personne qu'on devait mobiliser dans un établissement. Personne avait un cancer des os. Il y a zéro, enfin, on peut pas la laisser tomber. Le moindre choc, ça peut être vraiment très problématique. Donc, il fallait faire très attention. On n'avait pas droit à l'erreur. Donc, il y a des contraintes supplémentaires en milieu hospitalier. Ça, c'est donc il faut en tenir compte. Le deuxième point aussi qu'il faut en tenir compte, c'est qu'effectivement, de passer des exosquelettes type industriel à les passer en milieu hospitalier, c'est la démarche inverse, par exemple, qu'a fait GAP avec la ceinture Atlas, parce que la ceinture Atlas, à l'origine, c'était un exosquelette fait pour le monde médical, de la rééducation, et ils l'ont passé en version industrielle. Donc, quelque part, il va falloir se poser la question des exosquelettes industriels, comment on peut effectivement leur permettre de les faire évoluer en milieu hospitalier si c'est possible, mais surtout il va falloir arriver à développer des exosquelettes qui soient complètement adaptés au milieu hospitalier. Et le dernier point, et après j'en ai fini, ce qui est aussi surtout très important, et ça c'est un petit message que je lance quelque part aux fabricants, il est très important maintenant d'essayer de diriger les recherches de fabrication d'exosquelettes vers une assistance de l'être humain et pas une assistance une assistance de fonction. Je crois que ça c'est un message que j'ai déjà dit la dernière fois et je pense que c'est important d'essayer de rentrer dans cette logique-là, même si c'est très compliqué, même si la maturité technologique ne nous permet peut-être pas encore d'aller dans ce sens-là, mais il faut qu'on aille vers des systèmes qui permettent d'assister l'humain et non pas une fonction. Et si on arrive à faire ça, on aura des choses qui seront beaucoup plus utiles, beaucoup plus utilisables, avec des meilleurs effets et beaucoup moins de contraintes pour l'utilisateur de l'exosquelette. Merci, merci Lionel. Effectivement, on voit, la formule est bien et claire, hein, assistance et préoccupation de l'humain plus que sur la fonction. Alors avant qu'on en vienne aux questions, et il y en a tout un tas globalement dans le chat, de Jean-Paul, vous de votre côté, j'irais vous qui travaillez aussi beaucoup avec les milieux hospitaliers. Monsieur Jean-Paul. Est-il toujours là? Non, il est parti. Bon, alors on va prendre d'autres questions. Alors, je vois qu'il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Jean-Pierre Zana qui piaffe de prendre la parole. Alors, la parole est à vous. Question ou autre, je dirais plutôt peut-être sur ces orientations là de conclusion et de pistes de futur qu'on vient de donner. À vous, monsieur. Merci, Madame Webb. Je ne piaffais pas. J'apportais mon expérience et mon expertise sur le sujet et surtout sur le sujet de l'analyse du travail et de l'évaluation des risques. Je vous ennuie, on vous entend pas très bien. Si vous pouvez parler un petit peu plus fort, ce serait sympa.
Ok, je vous disais que je ne piaffais pas et que j'essayais simplement d'apporter un peu mon expérience et mon expertise en matière d'analyse du travail et d'évaluation des risques, puisque je suis un ancien de l'INRS et que j'ai commencé ma carrière comme masseur kinésithérapeute avant de devenir ergonome et en intermédiaire avoir été psychologue clinicien. Ce qui me semble important aujourd'hui dans les exosquelettes, c'est évidemment une technologie qui va progresser, c'est évident. Nos amis japonais, je suis en contact avec eux en normalisation internationale, me font régulièrement part de leurs avancées, mais ils sont aussi très heureux de savoir que nous, en Europe, on est beaucoup plus attentifs à cette évaluation des risques et en France, en ergonomie, nous sommes quand même très en avance là-dessus. Seulement, si cela n'est pas fait, eh ben, le personnel soignant, comme dans les entreprises industrielles ou dans la logistique, ne peuvent pas les admettre de façon constante. Je suis président de l'Institut du travail et du management durable, l'ITMD, je vous conseille d'aller sur le site, et nous travaillons sur l'analyse du travail et c'est tout à fait important car c'est dans la création du dialogue social que vous pouvez faire rentrer de nouvelles technologies. Dans les hôpitaux, ça n'a jamais existé. J'ai travaillé 20 ans dans les hôpitaux. On est toujours sur des hiérarchies verticales qui vont exploser malheureusement après le Covid. Vous allez voir, la Covid, vous allez voir. Et si on ne se met pas présentement, actuellement, en accompagnant les chercheurs et également les fabricants de matériel et de technologies nouvelles sur les réels besoins face à l'analyse du travail, on risque d'aller à un échec. Et c'est ce qui est un petit peu dommage, la mécanisation brutale qui a eu lieu sur les manutentions manuelles, malheureusement, n'a jamais été très forte. J'ai fait à l'époque une énorme étude sur les sièges. Les gens n'utilisent pas leurs sièges et aujourd'hui encore ne savent pas les utiliser parce qu'à aucun moment ils ont eu une analyse de leur poste de travail qui leur permette de comprendre pourquoi il est essentiel de régler en permanence son siège si on ne veut pas avoir mal au dos. J'en passe et des meilleurs. Voilà, je ne veux pas prendre plus la parole, mais c'est important. Merci de votre témoignage, monsieur, et merci de l'expérience avec les axes forts. Merci infiniment de ce que vous avez donné sur l'importance à la fois de l'évaluation des risques, d'une approche ergonomique complète et finalement de ce qui est un peu ce que vous disiez d'une progressivité à la fois dans l'analyse et dans la pédagogie. J'aimerais bien peut-être que nos intervenants et grands utilisateurs de tout à l'heure peut-être réagissent, apportent leur éclairage. Je dirais Anaïs, à la fois vous et puis peut-être aussi Anne-Sophie par rapport à ça et par rapport à ce qui est justement la balance, si on peut dire, et la difficulté qui est un défi entre la technologie et puis la personne. Anaïs, vous d'abord, et puis Anne-Laure après. Anne-Sophie, pardon. J'ai très mal entendu la question, Anne-Marie, ça a coupé. Le truc là aussi, c'était par rapport à ce que finalement c'était une extrême vigilance dont était porteur notre intervenant précédent sur la nécessité d'évaluation des risques, d'y aller progressivement, de balancer entre la technique et la personne dans laquelle vous serez, vous, votre réaction par rapport à ça et pareil, vos conseils pour la suite. Le futur des exosquelettes et les exosquelettes qui se développent et qui demain pourront répondre aux besoins doivent s'appuyer sur les utilisateurs. Aujourd'hui, on ne peut pas intégrer de bons exosquelettes si le développement de ces exosquelettes ne sont pas centrés sur l'utilisateur et sur les besoins des utilisateurs. Pour connaître les besoins de l'utilisateur, il faut connaître le besoin, mais il faut aussi avoir fait une bonne étude de poste. On en revient toujours au même. C'est une collaboration entre l'ensemble des parties prenantes qui va faire que demain, on va toujours s'améliorer, toujours avoir des outils qui vont être de plus en plus pertinents et qui vont de mieux en mieux s'intégrer dans une démarche globale d'ergonomie et d'adaptation des facteurs organisationnels et humains dans les entreprises.
Merci, merci Anaïs. Alors, je dois dire que dans votre modestie, vous répondez pas excusez-moi, mais à la question qui était de dire, mais oui, il y a des fabricants français et Japet en est notamment un. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour faire de la promo ou autre, mais c'est pas pour rien si, je dirais globalement, c'est vous qui êtes ici aujourd'hui. Mais oui, il y a des réponses françaises. Lionel, tu voulais prendre la parole. Vas-y, je t'en prie. Lionel. Non, je voulais pas prendre la parole. Non, c'est juste Joël qui voulait poser une question et je lui disais de la poser vite si vous voulez qu'on réponde à la question, c'est tout. Donc non, j'ai pas de commentaire. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Juste pour compléter ce qu'a dit Anaïs, effectivement, il faut qu'on tienne compte du besoin et de l'utilisateur, des besoins de l'utilisateur, donc centré sur l'utilisateur. Mais je persiste et je signe, ce n'est pas suffisant. Il faut bien aussi avoir une démarche centrée sur l'humain. Et il y a une grande différence entre centré sur l'humain et centré sur l'utilisateur. Donc, c'est des choses qui existent déjà, qui vont se faire encore mieux. Je sais que chez Japet, vous êtes très vigilant à ça aussi, mais c'est très important de rappeler ce message le plus souvent possible parce que c'est ce qui va permettre de faire progresser et de changer l'approche de la conception des exosquelettes. Ça y est, Joël vient de poser... Alors voilà, la question qui était de monsieur Joey Wallenberg qui nous dit mais qu'en est-il par exemple de l'acceptabilité des exosquelettes par les patients? Voilà. Donc est-ce que c'est la même problématique que les lèvres-personnes qui sont perçues comme des lèvres-paquets, si je peux me permettre? Voilà. Qui veut répondre là-dessus? Anaïs, vous avez des idées? Marie, à vous. Sur notre exosquelette qui puisse se porter sous la blouse. Après, effectivement, il faut communiquer. Tout s'explique. Par contre, si effectivement on n'explique pas aux patients ce que c'est, à quoi ça sert, quel est l'intérêt, ça ne fonctionnera pas. Par contre, un patient comprend qu'il y a un outil qui est utilisé pour aider son soignant à mieux le soigner et à mieux l'accompagner, on peut l'entendre. Par contre, si je ne comprends pas pourquoi il y a quelqu'un qui arrive avec quelque chose que je ne connais pas, forcément, je ne vais pas accepter, en tant que patient, je ne vais pas accepter ce nouvel outil. Oui, Anaïs, excuse-moi. Je vous en prie. Oui, justement, je rejoins tout à fait Anaïs sur cette problématique d'acceptabilité. Que ce soit le port d'un exosquelette qui paraît impressionnant pour les patients et les familles, ou l'utilisation d'un lève-malade, c'est ce que quand c'est bien expliqué aux patients, c'est évidemment un lève-malade qui rentre dans une chambre, on a l'impression de se faire électroyer et de faire un tour de manège très angoissant, mais je pense qu'on peut très bien expliquer la nécessité de réaliser un transfert lit-fauteuil à l'aide de cet outil d'aide qui est parfaitement utile, et quand c'est bien expliqué, on peut très bien rassurer son patient et le transfert se passe très bien, et on peut toujours voilà, et le soin qu'on doit faire avec le patient, il se passe, on finit pas avec un jeté de patient sur un fauteuil parce qu'on est à bout de force, qu'on a mal au dos. Donc tout ça, on peut mieux s'occuper de son patient quand on explique bien les choses et quand on pose la problématique. Merci, merci Marie. Alors une question, pardon, parce que c'est pour moi que la personne la plus importante, si je peux me permettre, c'est une question de mon président. Alors Jacques, peut-être... question à vous. Venez plutôt près de moi parce que je crois que maintenant c'est mon micro qui marche. Voilà. Est-ce que l'un de nos intervenants ou participants voudrait dire un mot sur ce que je vais appeler l'appropriation? C'est-à-dire aucun système n'est parfait. Par conséquent, ça peut apporter des améliorations, mais une partie du succès d'une solution dépend de l'appropriation, c'est-à-dire l'effort qui est fait pour que le système soit accepté. Je ne parle pas seulement de recevabilité un peu passive, je parle d'appropriation dynamique. Et cette partie du jeu est très importante, si importante qu'on sait qu'il y a des projets pour lesquels on dit avec cette équipe-là, il ne faut pas essayer. Et puis avec cette équipe-là, on va peut-être réussir, ou au contraire, le projet est mordé. Donc la partie appropriation me paraît mériter un commentaire qui pourrait être le commentaire de l'un d'entre nous.
Anne-Sophie, c'est parfait. On a beaucoup travaillé avec les collaborateurs en amont, on leur a montré. Et puis sur la suggestion de Benoît, on a vraiment passé du temps à ce qu'il se l'approprie. C'est-à-dire que le premier jour, il le portait 10 minutes, et puis il l'enlevait, et puis le deuxième jour, il revenait sur 15 minutes, et on a été doucement, très très doucement, pour qu'ils s'approprient et qu'ils apprennent ce nouveau geste, en fait. On a également, sur un autre sujet, mis en aide des aides pour des TMS, donc qui n'étaient pas des exosquelettes, et les collaborateurs repartaient automatiquement dans le geste qu'ils ont appris, parce que ça fait 20 ans qu'ils font le même geste, en fait. Donc il est très important de les accompagner et que le changement soit lent pour nous. C'est comme ça qu'on a eu les meilleurs résultats, finalement. En leur disant, aujourd'hui, vous n'utiliserez l'outil que pendant 1 heure ou une demi-heure, et puis demain, ça sera 2, et on monte doucement en charge. Ce que vous disiez, c'est attention à la personne, accompagnement, et puis la pédagogie. Ce que je reviens aussi sur ce que disait Marie tout à l'heure, c'est de la pédagogie qui prend du temps. Et ça, c'est aussi un élément important. Alors, je vois notre heure qui tourne, et j'aurais bien aimé demander peut-être à nos grands observateurs qui étaient sur l'extérieur, s'ils sont toujours là, pardon, parce que je ne vous ai pas donné la parole. Je pense à Jean-Marie Fessler. Jean-Marie Fessler, qui non seulement est membre du cercle, mais il est professeur associé à Stanford University. Donc, peut-être Jean-Marie, un peu votre regard, je dirais à la fois, et pardon pour de cafeté, mais à la fois comme précédemment directeur d'hôpital, directeur d'établissement de soins de suite. Voilà, comment vous voyez l'intégration, vous, une phrase et demie, hein, donc c'est pas très long. Et puis on demandera aussi à Frédéric Tellier qui est là et qui est, je vous les cite là tout de suite, tous les différents qui est là et qui dirige l'Institut d'ingénierie de la santé adossé à la faculté de médecine d'Amiens, lui aussi son sentiment. Jean-Marie, à vous, vous voulez bien? Volontiers, très volontiers. À vous, Jean-Marie. Bon, merci. Merci beaucoup à tous les intervenants pour formidables témoignages. C'est très enthousiasmant et aussi pour prescription. Alors moi j'ai une question, on ne se refait pas, de nature plutôt budgétaire et économique. Quel est le meilleur mode de financement de la dynamique des exosquelettes en milieu de santé? Et aussi, ce qui a peut-être été moins abordé, y compris à domicile. En tout cas, merci beaucoup. Question difficile, double question mais importante, effectivement. L'appropriation, en tout cas l'intégration, ça passe aussi par son financement. Qui a une suggestion ou une question complémentaire là-dessus? Et puis, pour Jean-Marie, Anne-Sophie? Dans notre cas, nous, on n'a fait que des tests dans un premier temps. On n'est toujours pas rentré en production et on n'a pas encore équipé l'ensemble des collaborateurs. Donc, ce point de vue n'est pas encore été évoqué chez nous. Très bien. Donc, déjà une première phase d'expérimentation. Lionel, toi tu as l'expérience, je dirais, d'un milieu, industriel, professionnel plus classique. Alors, en fait, la réponse, elle est complexe. Elle est complexe parce que quand on veut faire un investissement dans l'industrie, mais je pense que c'est pareil dans le milieu hospitalier, il y a cette notion de retour sur investissement. En gros, si on met une machine qui permet de travailler plus vite, de fabriquer plus de pièces, quelque part, on a un retour sur investissement qui est plus ou moins rapide et globalement, au bout de X mois, la machine est rentabilisée, problème réglé, on investit, il n'y a pas de souci. La logique avec l'exosquelette, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le retour sur investissement, il est plus délicat à calculer. C'est-à-dire, effectivement, avec un exosquelette, on peut espérer qu'il y aura moins d'accidents, qu'il y aura moins de troubles musculo-squelettiques, il y aura peut-être moins d'absentéisme également. Donc, effectivement, si la personne est moins absente, à un moment donné, le retour sur investissement va être de cette manière-là. De plus,
le fait d'être assisté physiquement, ça va permettre peut-être de faire aussi un travail de meilleure qualité. Si on fait un meilleur travail de meilleure qualité, eh ben on aura peut-être moins de rebut, on aura moins de problèmes, etc., etc. Donc tout ça, il faut arriver à le financiariser, en fait, calculer combien ça pourrait effectivement rapporter. Mais c'est une question qui est très compliquée, que l'on voit en industrie, que l'on va peut-être voir encore plus en milieu hospitalier, mais il faut s'y attacher maintenant, et je ne doute pas que les fabricants et les distributeurs ont des moyens pour faire un peu de simulation dans ce sens-là, mais c'est très important pour nous utilisateurs et pour les utilisateurs en milieu de soins d'avoir ce regard-là. En gros, si j'investis sur une solution de type exosquelette, qu'est-ce que je vais potentiellement gagner? Alors gagner, ça ne veut pas dire gagner plus d'argent, ça veut peut-être dire moins en perdre. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup. Avec une vision d'ensemble très simple. Jean-Marie, adéquat, attendez, pardon, je vois que Benoît, pardon, ça vous laisse 2 minutes de plus pour réfléchir, et après on va peut-être clore. Benoît, à toi. Un tout petit point par rapport à ce qu'a dit Lionel de cette comparaison industrie et milieu médical ou autre type d'activité. C'est encore plus important quand on est sur des métiers en tension. On le voit, nous, dans l'industrie, quand il faut faire en sorte qu'un soudeur puisse travailler de façon plus confortable, parce que c'est difficile de remplacer un soudeur qui a une formation, une qualité. Et ben, je pense que dans le milieu hospitalier, on est vraiment totalement dans ce point-là. Donc, l'absence d'une personne a des conséquences pas simplement financières, mais de bon fonctionnement de l'établissement. Si ça commence à se cumuler. Voilà, c'était juste c'est encore plus crucial sur les métiers en tension. Merci à vous. Je vois une remarque de M. Christian Ruiz qui nous disait que eux, de leur côté, peut-être vous pouvez prendre la parole, monsieur, si vous êtes là. Christian Ruiz, à vous. Oui, je suis là. Je voulais juste citer l'exemple de l'acquisition d'un exosquelette de marche dans un de nos établissements de rééducation qu'on a pu acquérir grâce à 2 subventions publiques, une de la région Grand Est et une de l'Agence régionale de santé Grand Est. D'accord. Très bien. D'accord, donc voilà. Si je peux donner un peu notre feedback aussi, retour de notre expérience. Ouais, concernant notre utilisation des exosquelettes au CHU de Nancy, en fait, nous, on a fait l'acquisition. D'abord, on avait réussi à emprunter les exosquelettes de l'INRS, certains exosquelettes de l'INRS pour faire des tests. Mais après, nous, notre équipe, donc notre équipe de recherche, on a fait l'acquisition grâce à des fonds d'INRIA de 2 exosquelettes passifs qui sont actuellement prêtés à l'hôpital. Et je pense que, je pense que c'est très important de les voir aussi. Ok, c'est des produits, mais la mise en œuvre, les tests aussi, les suivis sur le long terme, ça demande aussi une implication des scientifiques, à mon avis, dans la procédure. Déjà, comme tout le monde l'a dit, il n'existe pas un exosquelette qui magiquement résoudre la tâche, etc. Et qui tout est parfait, tout est bien. C'est pas une baguette magique, c'est un dispositif. Et même s'il soulage, parce que biomédiquement, physiologiquement, il peut le faire, il faut s'assurer qu'il n'y en a pas. Il faut avoir bien en tête, avec des bonnes études, l'effet de ce dispositif qui est introduit sur le long terme, sur beaucoup de gens. Et faire cela, ça doit, à mon avis, nécessiter l'implication des ergonomes, du personnel de l'ergonomie du travail, de l'hôpital, des établissements, mais aussi des scientifiques qui ont les méthodes scientifiques d'analyser de telles choses. Et vu que c'est un travail scientifique, à mon avis, ça devrait être et on peut pas, avec les moyens simplement de la recherche, acheter N 1000 possibles exosquelettes à tester. Il faudrait faire soit avoir des fonds dédiés pour ce type d'expérimentation, donc aussi pour l'acquisition d'exosquelettes à tester, soit des partenariats entre labos de recherche, agents régionaux, hôpitaux, etc. pour pouvoir tester ces technologies, parce que sinon, si on donne des petits moyens, si on donne des petits moyens, le risque, c'est que la personne s'oriente sur un seul dispositif, mais on risque de ne pas considérer l'ensemble de toutes les autres possibilités qui existent.
pour manque de moyens. Et ça peut donner des effets biaisés en fait. Ok, merci. Merci Zana, mais j'en profite d'ailleurs, si je peux me permettre, parce qu'on a avec nous 4 professeurs d'université, et je pense que donc on a des étudiants, comme dirait l'autre, et je crois certains, je ne sais pas si Christine Geoffrion est là, mais je sais que tu as Christine, tu as des étudiants qui font des études justement là sur les intégrations des cobots. Frédéric Tellier, donc qui est à l'Institut, qui dirige l'Institut d'ingénierie de la santé à Amiens, lui aussi. Et donc je pense que ce que vous montrez là, c'est que non seulement, je dirais, sur toutes les dimensions, mais aussi sur cette dimension économique, c'est important de pouvoir avoir des études et des études d'approfondissement là-dessus. Frédéric, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu veux bien dire quelques mots justement là-dessus, peut-être sur les prochaines étapes, puisqu'on envisage, et là, comme il est 43, on va envisager d'arrêter, mais on va aussi envisager pour les prochaines étapes d'avoir peut-être ou un groupe de travail, une dynamique d'approfondissement en fédérant un petit peu les choses globalement sur la rentrée. Frédéric, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux bien prendre la parole? Non. Voilà, justement, ce qu'on a vu un petit peu là, globalement là maintenant, c'est l'impérieux besoin de poursuivre, j'allais dire, comme le fait Serena et son équipe dans l'opérationnel, mais aussi dans l'étudiant. Comment vous voyez, vous, mettre des étudiants sur cette question-là, Sandra? Alors, des étudiants, je ne sais pas, mais en termes de projet de recherche pour une thèse de doctorat ou un postdoc, c'est tout à fait faisable. En fait, moi, je suis en sciences de gestion et dans mon laboratoire, par rapport aux sujets qui ont été traités, il y aurait la question effectivement extrêmement intéressante de la balance économique d'un exosquelette. Combien coûte un exosquelette ainsi que sa maintenance et combien ça évite de gaspiller à un établissement et par ricochet à la société de manière générale. Il y aurait cette question-là, effectivement, qui pourrait être traitée. Alors, on a les outils, hein. On sait évaluer le capital immatériel qui pourra être produit grâce aux économies réalisées par les exosquelettes, que ce soit des exosquelettes pour soulager les soignants dans leur manutention, par exemple, mais que ce soit aussi des exosquelettes, comme ça a été évoqué, d'aide à la marche ou de stimulation pour les patients qui ont fait des AVC, par exemple. Merci Sandra, et appel à nous tous, et en tout cas nous 4, Jean-Marie avec vos étudiants de Stanford, on ne sait jamais, on pourrait les mettre dessus parce que il se passe aussi des choses là-dedans. Et INRIA, bien entendu, Christine Geoffrion, qui je crois est partie, me disait qu'elle avait des thèses en cours justement avec l'INRIA, mais non pas, elle est du côté de Grenoble, donc globalement dans sa région. Donc ça, c'est un vrai besoin pour la suite. Alors, je vais peut-être là, il est pour toutes ces présentations. Moi, je voudrais juste ajouter et rebondir un petit peu sur quelques petits points. Tout à l'heure, quand notre président, M. Bouvet, parlait d'appropriation dynamique, je pense que la meilleure appropriation, c'est que la solution part du terrain. Et donc là, je rebondis sur ce que M. Zana a dit. Effectivement, je pense que la crainte que j'ai parfois, c'est qu'on se focalise sur une solution technologique et qu'on oublie d'abord. Et en fait, on doit saisir cette opportunité-là pour bien analyser le terrain et les facteurs de risque qui sont liés à l'organisation du travail. Parce que certes, il y a la dimension biomécanique. Dans tous les travaux, là, j'ai fait une recherche extrêmement rapide parce que moi, je ne suis pas du tout un expert sur les exosquelettes, mais la dimension biomécanique, on trouve pas mal de travaux de la littérature qui montrent qu'il y a une diminution de l'astreinte musculo-squelettique, on va dire comme ça. Mais là encore, souvent, c'est sur des travaux qui sont simulés et sur des travaux de courte durée, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'études en situation réelle. Or, le collectif de travail, on sait que le collectif, par exemple, est important. On sait que la durée de l'exposition aux contraintes et donc peut-être aux exosquelettes doit être intégrée, qu'il y a une variabilité de la tâche, c'est-à-dire que ça a été évoqué également. Un exosquelette peut être très intéressant à un moment donné pour un individu donné dans une situation donnée, et puis 10 minutes après, parce que la tâche, elle varie, ce sera évidemment différent. Et je voudrais juste également ajouter peut-être un dernier point, si tu me le permets, c'est de dire que pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, ça peut évidemment être intéressant, et je le répète, il faut vraiment saisir cette opportunité-là, mais il faut jamais oublier que
les TMS sont multifactoriels, l'étiologie est multifactorielle et que les facteurs de risque sont aussi des facteurs de risque psychosociaux. Et donc, il faudrait aussi s'intéresser à l'impact des exosquelettes, en gros, sur le stress et sur on a parlé d'acceptabilité, mais sur toute la dimension, on va dire, psychologique liée à cette astreinte psychologique qui peut être générée éventuellement lorsque justement toute la conduite de projet oublie un peu de partir du terrain, quoi. Et également, la dernière dimension, c'est la dimension sociale, mais ça qui a été évoqué par certains et certaines des intervenantes sur le regard également de l'autre. Et je pense que justement, ça peut être une opportunité pour mettre en place des démarches collaboratives où on essaie de trouver des solutions, pourquoi pas en discutant des avantages, des limites, des freins, des leviers que peuvent représenter les exosquelettes. Voilà, c'était juste ma petite contribution à tout ce débat qui était fort intéressant. Merci à toi et merci à vous tous. Alors effectivement, le temps court et on voit qu'on a encore un grand chantier devant nous. Hein, et donc ça démarre, je dirais que c'est bien parce qu'effectivement, il y a 3 ans, moi je n'avais pas trouvé d'expérimentation dans ce domaine spécifique des métiers de santé. Et là, on a 3 et avec vous tous d'autres bons exemples. Donc il faut qu'on continue et qu'on continue là-dedans. Président, peut-être un mot si vous voulez bien conclure. On vous remercie tous. Oui, je dirais que le but dans UX Forum, c'est pas d'apporter une conclusion, c'est d'ouvrir la réflexion. Et je constate avec tout ce qu'on est dans un domaine d'innovation difficile parce qu'il y a un contact homme-technologie, mais rapide. Et on va avoir un développement rapide. Et ce que je peux nous souhaiter les uns aux autres, c'est pour participer et aider ce progrès, c'est de la curiosité et de la persévérance. Voilà, j'en fais mon mot de la fin, si vous voulez. Merci. Curiosité et persévérance, voilà notre programme, et non seulement pour ce soir et tout à l'heure, mais aussi pour après. Donc si vous voulez bien, les prochaines étapes que je vous annonçais tout à l'heure, donc à la fin, nous, dans notre cercle, dans ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de porter à la lumière des sujets qui ne sont pas toujours faciles, et puis de le monter encore une fois en regard croisé, parce qu'il n'y a pas une vérité, et qu'en plus elle bouge. Donc les prochaines étapes que je disais, déjà pour assimiler, on vous remercie le replay à venir lundi prochain, et on vous enverra le lien. Le fait aussi qu'on est assez preneur, et donc si vous pouvez nous envoyer un peu vos idées pour poursuivre autour de ça, monter un groupe de travail, voir comment on peut expérimenter, parce que là aussi, finalement, l'union fait la force de ce côté-là. Et l'autre chose que je vous annonçais aussi, là, c'est le dernier par en dessous tout à l'heure, c'est que en lien avec tout ça, et on le verra d'ailleurs avec notre prochain UX Forum, cette fois-ci sur la logistique, avec notamment tous les prolongements qui sont possibles via les capteurs et autres, et de regarder aussi avec le traitement des données, comment en retour d'analyse de ces données, on peut aider à mieux développer les choses. Et donc là, appel à vous tous, à la fois appel à idées, et puis appel à être là, donc pour une manifestation qu'on va monter sur ce sujet le 3 juin, avec à la fois l'ESSEC, et donc la chaire Innovation managériale et excellence opérationnelle de l'ESSEC, avec le Health Data Hub qui nous a déjà fait la gentillesse de venir pour quelque chose qu'on faisait sur ce thème-là, et puis le CHU de Nantes, avec sa clinique de données, et où là, on va essayer, et vous tous, essayer de monter quelque chose. Voilà, alors on voulait surtout vous remercier nos intervenants, parce que c'est du temps, encore une fois, c'est aussi frustrant parce qu'on vous a coupé la parole, et puis pour nos participants. On prépare le replay, on va regarder aussi ce qui vient du chat, et puis on vous dit plein de choses, et on vous remercie, et on applaudit très fort d'ici. Donc voilà. Nos participants, je ne suis pas tout seul à applaudir, donc je vous applaudis. Voilà. Un grand merci à tous. Grand merci à vous, et un grand merci à tous, c'était vraiment sympa. À bientôt à vous tous. Bye.